computer. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Daniel Pilon, chroniqueur, libre penseur, bienvenue à cette émission très spéciale dans laquelle j'ai le plaisir de recevoir un homme qui est conseiller financier, qui a une licence d'exercice au Québec et en Alberta, conseiller en sécurité financière, représentant courtier en épargne collective et spécialiste en investissement alternatif, président de GF Momentum. Salutations à Charles-Alexandre Trudeau. Merci Daniel pour l'invitation, c'est très apprécié. Ça va bien, Charles? Ça va bien toi? Ça va bien, merci. Là, j'avais hâte de notre entrevue parce que j'ai l'impression que ça va me faire une mise à jour économique. Parce que là, je Absolument. t'ai proposé de parler, entre autres, du marché obligataire, qui est très Oui, important parce que oui, c'est les revenus fixes, il y a le marché des actions, le marché oui, obligataire. Puis on dit que les hypothèques, les taux hypothécaires, c'est corrélé avec ce qui se passe sur les marchés obligataires. effectivement. Alors, fais-nous la lumière un peu là-dessus, là. Je te lance la balle. Oui, ben effectivement, les obligations font partie, comme tu l'as mentionné, d'une grosse portion des fonds de revenus fixes qu'on appelle. Donc, les gens qui ne veulent pas prendre trop de risques, qui sont à la retraite, vont avoir souvent des fonds de revenus fixes. Parfois, on va aussi avoir ce qu'on appelle des fonds équilibrés, donc une portion actions et obligations. Normalement, dans les fonds équilibrés, ça va être 60 actions, 40 obligations, 50-50 ou l'inverse, 60 obligations, 40 actions. Donc, cette portion-là qui est dans le revenu fixe, c'est entre autres des obligations. Ce n'est pas que des obligations, le revenu fixe, mais ça en est souvent une grande partie. Et les obligations, ça ressemble un peu pour monsieur, madame, tout le monde qui pourrait peut-être avoir un comparatif à un CPG, c'est-à-dire qu'on prête de l'argent à un gouvernement, une banque ou une compagnie et on va recevoir notre capital plus intérêt à une date fixe. Donc, ça se ressemble un petit peu à un produit CPG, même si ce n'est pas tout à fait la même chose, mais c'est un peu le même concept. On prête de l'argent en échange d'avoir de l'intérêt. Fait que ça, c'est le concept. Après ça, bien sûr, les banques vont se baser sur les taux court terme pour pouvoir créer les taux hypothécaires parce qu'eux empruntent à court terme pour payer, pour prêter pour plus long terme. Alors, ça, c'est ce que les gens ne savent pas, là, mais quand, par exemple, vous prenez un taux fixe 5 ans, la banque, elle n'emprunte pas un taux fixe 5 ans ailleurs. Elle emprunte sur des taux court terme. Donc, c'est sûr que s'il y a une variation dans la direction qui n'était pas prévue, ça peut avoir un impact pour eux. Ça peut avoir un impact aussi sur les hypothèques comme on le connaît, donc sur la hausse des taux hypothécaires. Mais ça, c'est des trucs un peu plus techniques, là. Je pense que ce que tu voulais savoir, c'est peut-être plus, est-ce que c'était encore un bon temps En fait, ce que d'investir j'ai dans envie le... de te dire, c'est que Oui. le rendement des fonds obligataires, je Mhm. pense, c'est peut-être pas l'année passée, l'année d'avant, ça a été une année Ouais, catastrophique où il y a eu peut-être 2 années effectivement. difficiles ou une très difficile. Trois, ouais. On a Et presque fait curieusement, trois. pas curieusement, quand on comprend le principe, Mhm. on l'a compris, mais c'est quand les taux montent, les fonds obligataires plantent. Est-ce que tu peux l'expliquer un Exact. peu au monde? Oui, ben absolument. En fait, comme tu l'as dit, on a presque fait 3 ans consécutifs de rendement négatif sur les obligations, ce qui est assez, en fait, c'est historique, là, ce qu'on a vu, c'est presque du jamais vu. Parce que normalement, quand les actions descendent, les obligations montent et vice-versa. Fait que c'est pour ça qu'on fait des portefeuilles équilibrés qu'on a parlé tantôt, parce que ça permet de pouvoir avoir un certain balancier quand quelque chose va mal, l'autre va bien. Et là, on a vu qu'historiquement, c'était ça qui s'était passé, mais c'est pas ce qui s'est passé dernièrement dans les dernières années. C'est les deux ont descendu en même temps. Alors, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de risques, pas beaucoup de volatilité dans leur portefeuille, puis qui ont beaucoup d'obligations, mais ça fait peut-être 2, 3 ans qu'ils ne font pas d'argent. Et d'ailleurs, j'ai préparé une slide pour ça, pour te illustrer aux gens qui nous regardent, là, ceux qui nous écoutent, on essaiera de vous le vulgariser, là. Alors ça, on voit ici que ce sont les valorisations des obligations qui s'améliorent, mais sans être vraiment convaincant. Donc, vers la fin de 2022, 23 plutôt, on a vu une augmentation des obligations qui descendaient depuis quelques années. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt ont arrêté de monter. Donc, juste le fait qu'ils ont arrêté de monter, c'est suffisant pour que le prix de l'obligation, parce que contrairement à un CPG, on ne peut pas le revendre avant la fin, bien, une obligation, on peut le revendre à quelqu'un d'autre en cours de route. On n'est pas obligé d'attendre la fin de l'échéance où on reçoit notre capital et notre intérêt. Donc, il y a un marché pour les obligations. Et en passant, pour ceux qui ne connaissent pas trop ça, le marché des obligations, c'est beaucoup plus gros que le marché des actions. Donc, dans le monde, il y a beaucoup plus d'argent. Quand je dis beaucoup, c'est énormément plus que le marché des actions.
Donc, pourquoi? Ben, parce que toutes les banques, tous les gros trucs à long terme utilisent des produits obligataires comme des bons du Trésor, etc. Puis là, on le voit justement que historiquement, ça descendait depuis un bon bout de temps et ça commençait à remonter à partir de 2021. Et un. Et si on Depuis à peu près regarde, 1980 que ça mhm. descend là, avec des soubresauts Oui, ça, sans c'est les arrêt. Et rendements puis, de Trésor canadien, je ne me trompe rendement, pas. les titres du Trésor 10 Oui. ans. Et depuis 2021, il y a une hausse, 2020 à peu près, il y a une hausse significative. Exact, parce que avec ce qui s'est passé, bien sûr, ça a entraîné de la volatilité. Les gens ont pris leur argent, sont sortis des marchés boursiers, voulaient moins de risques, sont allés vers des produits financiers plus stables. Et là, il y avait un petit peu plus d'attrait pour ça. Et si on regarde, je vais te montrer un autre graphique qui est quand même beaucoup plus percutant pour ceux qui se posent la question. Regardez ça ici. Donc, ça, c'est les rendements qu'on a sur justement les obligations depuis un certain temps, là. Donc, on regarde les années, fait que ça part de 2002 jusqu'à 2023, fait que c'est quand même très à jour. Et on va voir complètement en haut, la première ligne, c'est les obligations de qualité. Ça, c'est comme les obligations d'État, par exemple. Quand on prend un pays émet une obligation pour se financer, il va nous dire, parfait, prêtez-moi de l'argent, puis je vous donne tant de pourcents sur 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et on voit qu'en 2023, ça a donné 5,5. Par contre, il ne faut pas mettre les obligations toutes dans le même panier, parce que les obligations, c'est comme dire les actions. Il y a différentes compagnies qui sont dans le marché des actions. Il y en a des bonnes, il y en a des pas bonnes. Donc, ici, on a les actions, les obligations de qualité qui n'ont pas été très payantes. Mais si on descend dans la colonne de 2023 puis qu'on regarde les créances de marché émergent, créances à taux variable, les obligations à rendement élevé, etc., on voit que la plupart ont rapporté 11, 13 pour l'année 2023. Donc, on a terminé l'année 2023 avec un rendement positif quand Parce que même très intéressant. parce que les taux ont arrêté de monter, c'est Parce ça? que les taux ont arrêté de monter, donc la valeur des obligations a augmenté. À l'inverse, comme tu disais tantôt, si les taux d'intérêt montent, ça fait baisser la valeur de De- l'obligation. 2022 le montre très bien. C'était dans le négatif, peu importe la Exact. nature des obligations, là, à part peut-être une Exactement. exception. Là. C'est ça. Puis c'est logique quand on y pense, parce que c'est quoi le but de quelqu'un? Il veut prendre son argent puis le mettre dans un compte épargne. Si le compte épargne, il ne prend pas de risque, il ne prête pas à personne, puis la banque, il donne 5. Pourquoi il irait prendre son argent puis la prêter à une compagnie qui va donc avoir un certain risque plus élevé que de juste être cash dans son compte? Donc, plus les taux d'intérêt augmentent, bien, moins que la valeur des obligations qui donnent un intérêt peut-être moins que ce que tu fais dans ton compte de banque, ça ne devient pas intéressant. Donc, tu vas être obligé de vendre ton obligation à quelqu'un moins cher pour lui convaincre de l'acheter. Sinon, il va juste laisser son argent dans son compte de banque. C'est un peu ça le concept de l'obligation. Et là, comme on peut le voir dans les dernières années, puisque ça a été très mauvais en 2022, si on avait une obligation qui se vendait 100 puis qu'il vous redonnait 10 donc 110 dans un an, je dis n'importe quoi juste pour que vous compreniez, là, ben, cette obligation-là s'échangeait peut-être à 80 en 2022. Fait que si moi, j'ai acheté 80 ben, à la fin, dans un an, je vais recevoir le 100. C'est ça le contrat. Donc, je vais faire 20 sur l'appréciation de la part par rapport au prix que je l'ai payé et je vais faire 10 en intérêt qui va m'être retourné à la fin. Donc, finalement, Pas je vais si tu avoir peux mis 4. m'amener à l'écran. Ouais, je Oui. suis disparu, moi. Là. Ah, OK. Et voilà. OK. Donc, et quand on voyait, c'est ça, c'est que le concept, c'est vraiment de dire on peut aussi transiger la valeur des obligations et ne pas juste se baser sur le rendement qui va être donné à la fin en pourcentage d'intérêt. Donc, bien sûr, pour monsieur, madame, tout le monde qui ne font pas de trading, qui ne font pas de gestion active de leur portefeuille, ça vous dit peut-être rien, mais ça va vous permettre de mieux comprendre comment la portion revenu fixe de vos portefeuilles est gérée. Il y a des gestionnaires qui font ça, justement, c'est leur travail d'acheter des obligations qui sont à rabais dans le but de faire un rendement dans vos portefeuilles. Là, on s'en va où? C'est les perspectives, si on veut clore le sujet du marché obligataire, les Oui, perspectives à court et à moyen terme du marché obligataire. bien, le marché obligataire, c'est sûr que cette année, moi, je suis un petit peu plus pessimiste sur tout ce qui est obligation de qualité, comme on disait tantôt, avec tout ce qui est obligation d'État, peut-être moins intéressant. Par contre, je suis plus optimiste pour ce qui est des créances, des obligations de créances, comme les obligations à rendement élevé, des taux variables ou des obligations convertibles. Aussi des créances en monnaie locale de pays émergents. Donc, c'est des obligations de pays émergents en monnaie locale. Tout ça, ça pourrait avoir un potentiel de rendement quand même très intéressant cette année. Il ne faut pas nécessairement écouter des gens vous dire n'importe quoi parce que la réalité, c'est que personne n'a de boule de cristal. Et la seule chose que vous contrôlez, c'est votre risque. Donc, moi, je ne suis pas là non plus pour vous dire que ça va monter.
ou que ça va baisser, mais c'est surtout, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on a prévu si ça monte? Qu'est-ce qu'on a prévu si ça descend? Donc, encore une fois, je vais vous montrer un autre graphique que j'ai préparé pour vous. Donc, si on regarde les rendements qui sont là, ben, on nous montre encore une fois qu'il y a des rendements très intéressants à faire sans nécessairement prendre énormément de risques. Et si on regarde les Canadiens en général ici, on voit qu'ils se sont rués vers les liquidités durant la pandémie. On a dit, OK, parfait, je ne veux plus investir, j'ai peur. Bon, il y en a peut-être plein qui nous écoutent qui sont encore liquides. Bien, vous n'êtes pas seul parce qu'il y a plus de 44 milliards de dollars qui a été mis dans le marché monétaire qu'on appelle. Fait que c'est comme un compte épargne pour ceux qui veulent investir, mais prendre vraiment pas beaucoup de risques. Donc, il y a 44 milliards juste au Canada qui est investi depuis le creux de 2019. On voit ici, il y avait 32 milliards et en novembre 2023, il y avait 76 milliards. Donc, c'est le plus bas niveau enregistré dans les 5 dernières années parce que normalement, les gens ne mettent pas leur argent sur le côté, ils investissent. Donc, il y a beaucoup d'argent qui est parké là, comme on dit, dans des bandes de côté qui ne rapportent pas grand-chose, mais parce que justement, ça rapporte plus que voilà 5 ans. Si vous auriez mis de l'argent dans un compte épargne voilà 5 ans, vous auriez fait presque rien. Dans un compte de marché monétaire, c'est la même chose, mais en ce moment, il y a des marchés monétaires qui vont vous payer presque 5 accessible en tout temps, sans risque, sans frais. Et c'est donc plus payant et il y a beaucoup plus de latitude que dans un CPG, par exemple, que vous pourriez avoir. En ce moment, la plupart des CPG vous offront moins de 4 là. Donc, ça a baissé beaucoup depuis les derniers Qui mois. décide des taux obligataires? Est-ce que c'est les marchés ou c'est le gouvernement? Ça dépend sur quelle C'est obligation. les deux. Si on parle d'une obligation, par exemple, d'État, ben c'est le gouvernement qui va dire, parfait, moi, je vous offre tel pourcentage d'intérêt si vous me prêtez sur telle période. Bien entendu, dépendant de la période que vous allez prêter, les pourcentages de retour vont varier. Par contre, si on parle d'une obligation qui a été émise, donc une fois qu'elle est sur le marché, quelqu'un l'a acheté au gouvernement, bien là, ça va s'échanger entre des institutions ou des investisseurs et là, ça va varier en fonction de qui donne quoi pour l'obligation. Donc, le taux de l'obligation, c'est au départ, lorsqu'on la vend, on la met sur le marché. Mais une fois qu'elle est sur le marché, les gens qui l'ont entre leurs mains peuvent la vendre à quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui va faire que ça va varier considérablement le rendement. Parce que même si je vous dis, je vous donne 5 parfait, ça c'est si vous l'achetez puis vous ne la vendez plus à personne. Vous allez avoir 5 à la fin. Mais la game dans les marchés obligataires, c'est de la revendre à quelqu'un, puis de la racheter à quelqu'un d'autre, puis de la revendre plus cher. Puis au final, le pourcentage qu'on va avoir à la fin, il n'y a pas grand monde qui se rende là. Il y en a, là, mais le but, c'est de faire de l'argent en la revendant ou la rachetant moins cher qu'est-ce qu'elle a été émise. Donc, Est-ce que tu peux c'est ça. ramener l'écran? Oui, c'est ça. Oui. Parce que quand le gouverneur de la Banque du Canada dit, Mhm. bon, ben, on monte les taux, lui, dans le fond, il suit le marché. Lui, il fait juste une annonce officielle parce que le marché est rendu là, ou c'est pas si simple que ça, là. Non, c'est pas si simple que ça. Lui, il fait pas ça pour influencer le marché obligataire. Lui, quand il monte les taux, c'est pour baisser, en fait, essayer de baisser l'inflation. Parce que comme on entend souvent dans les médias, là, c'est leur taux cible, là. Fait que le taux cible, c'est qu'ils veulent avoir une inflation autour de 2. Donc, si l'inflation est rendue à 4 ils vont essayer de monter les taux d'intérêt pour ralentir l'économie puis ramener l'inflation dans une fourchette cible autour de 2. Donc, ça, c'est un des outils que le gouvernement a avec la Banque centrale pour essayer de contrôler l'inflation. Il y a ça, c'est la politique fiscale avec les impôts, qu'est-ce qu'on fait avec les impôts, la politique monétaire et il y a aussi la devise qu'ils peuvent contrôler. Donc, on peut essayer de jouer sur la devise pour devenir plus compétitif au Renforcer niveau de ton nos dollar, oui, exportations. c'est C'est ça. ça, Ouais. exactement. Fait que dans ces cas-là, des fois, les gens ils peuvent penser que c'est juste pour leur nuire, mais il y a des raisons derrière ça. Là, donc, s'ils le font, c'est parce qu'il y a des données, eux, ils ont des données économiques qui prouvent que, OK, il n'y a pas beaucoup de taux de chômage. Donc, ça veut dire que les gens travaillent. Si les gens travaillent, ça veut dire qu'on n'est pas en récession. Quand on est en récession, normalement, c'est parce que le taux de chômage augmente et on voit, il y a d'autres indicateurs qui nous indiquent que l'économie va mal. Donc, oui, c'est sûr que les gens pourraient dire, ouais, moi, j'ai perdu ma job, moi, ça va pas bien, mais généralement, les autres vont se baser sur l'ensemble du pays pour pouvoir dire qu'est-ce qu'on fait. Parce que le taux d'intérêt, il ne monte pas juste pour le Québec, il monte pour tout le pays. Fait qu'il faut que les données, dans l'ensemble, justifient une augmentation des taux. Et là, ce qu'on voit en ce moment, c'est que entre les États-Unis et le Canada, il y a vraiment une grosse différence. Aux États-Unis, ils ne sont pas obligés de baisser les taux, mais ils veulent baisser les taux.
parce que l'économie est assez résiliente puis ils ne sont pas obligés. Au Canada, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas baisser les taux, mais ils n'auront peut-être pas le choix de baisser les taux parce qu'on voit une économie canadienne qui est beaucoup moins productive en général que les États-Unis. Et on voit aussi beaucoup plus d'endettement au Canada qu'aux États-Unis. Puis encore une fois, si on regarde la statistique que que je vais vous présenter ici, si on regarde au niveau de l'inflation aux États-Unis et au Canada, regardez ici, vous voyez inflation globale américaine et canadienne de 2021 à 2023. Les pointillés bleus, c'est le taux cible. L'inflation, c'est l'inflation de base et l'inflation globale. Donc, aux États-Unis, on a quand même beaucoup moins, on a été beaucoup moins, beaucoup plus agressif et on est revenu beaucoup plus bas. Et si on regarde aussi au niveau bon, ça, c'est ce que je voulais vous montrer. J'ai un autre graphique que je n'ai pas, là, mais ça montrait l'endettement des ménages. Et on voit qu'aux États-Unis, ils sont nettement moins endettés que le Canada, même si on compare la devise pour devise. Donc, on prend le dollar américain, on le rend équivalent en dollar canadien, puis on voit que les Canadiens sont beaucoup plus endettés qu'aux États-Unis, principalement pour une chose qu'on avait déjà discuté dans un autre entretien ensemble il y a quelques mois, c'est qu'aux États-Unis, les hypothèques, il y a beaucoup d'hypothèques à taux fixe sur 30 ans, alors qu'ici, nos hypothèques à taux fixe sont souvent sur 5 ans. Et là, il y a beaucoup de gens qui renouvellent les hypothèques et donc doivent mettre beaucoup plus d'argent juste pour rester dans la même maison que ce qu'ils payaient avant, il y a 2 ans. Donc, cet argent-là, s'il faut qu'ils apprennent pour payer l'hypothèque, ils n'apprennent plus pour aller au restaurant, ils n'apprennent plus pour dépenser. Et donc, ça stimule moins l'économie. Et ça, c'est un cercle vicieux qu'on a au Canada. En plus de ne pas être très compétitif, bien, si on a, les entreprises, c'est la même chose. Les entreprises aussi, maintenant, doivent mettre plus d'argent pour payer leurs dettes. Donc, ils ont moins d'argent pour investir dans la recherche et développement, pour avancer d'autres concepts et être plus compétitifs. Ça a toujours été comme ça au Canada. Donc, les risques qu'on ait un soft landing ou un atterrissage en douceur, comme on dit, qu'on ne voit pas de récession, pas d'impact, est moins probable au Canada qu'aux États-Unis. Parce que moi, je fais partie de ceux, là, je ne suis pas économiste, là, mais que je n'aurais pas de problème à vivre avec une inflation à 3-4 là. Parce Mhm. qu'à un moment donné, ça finit par faire du tort, là. Tu sais, ça coûte cher en intérêt aux ménages canadiens, là, les taux hypothécaires qui ont Absolument. monté là, Ouais. autour de 6 là, entre 5,5 et 7. Mhm. C'est comparé à il y a 3 ans où c'était du 2 là, Ouais. autour, Ouais. 1,5 à 2,25. Ouais. C'est. Toi, est-ce que tu es d'accord, là? Je te demande pas de te faire l'avocat du gouverneur de la Banque du Canada, mais tu es d'accord avec sa façon de faire ou c'est Ben, je pense que discutable? tu as raison. Il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, là, beaucoup de personnes économistes, d'experts qui commencent à dire qu'on devrait peut-être monter cette cible-là à 2 à 3 de 2 à 3. Puis, tu sais, en passant, il faut savoir aussi qu'à l'époque, quand ça a été déterminé, là, cette cible-là de 2 C'est une autre époque, ça. c'est à une autre époque, mais aussi c'est que ça n'a jamais été fait sur un calcul scientifique, là, hein. Fait que ça a été fait à la base sur à peu près. Ça devrait être pas si pire. En bas de 2 Ils ont en fait, sorti ça d'un meeting, oui, c'est ben ça. oui, c'est carrément ça. Puis ce qui est arrivé, je pense, c'est à commencer à la Suède et le Canada étaient dans les premiers justement à lancer cette idée-là. Ça n'existait pas avant. Puis ça fait pas 100 ans que ça existe ça non plus. Ça fait de peut-être 30, 40 ans. Et à partir de ce moment-là, ben, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est qu'en bas de 2 ça peut être aussi dommageable. Puis en haut de 2 ça peut être dur à contrôler. Ça peut nous emmener justement en inflation, puis ça peut être dur à contrôler. Donc, la cible, c'est 2. Mais ce n'est pas basé sur un calcul scientifique, là. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'on pourrait donc passer de 2 à 3? Probablement. Charles-Alexandre, comment on fait pour te rejoindre? GF Momentum, Charles-Alexandre Trudeau. Comment on fait pour te rejoindre? Celui qui est Oui, ben en intéressé fait, par si tes les gens ont services? envie, absolument, si les gens ont envie de poursuivre cette conversation-là ou ont besoin de conseils, ça me fait plaisir, je fais ça depuis longtemps et vous pouvez aller sur notre site web www.gfmomentum.ca, G comme gestion, F comme finance.ca. Sinon, vous pouvez aussi nous contacter par téléphone au 1-800-824-9652, 1-800-824-9652 et notre équipe va être là pour pouvoir vous aider. Je te remercie infiniment pendant que je cherche le bouton pour arrêter ça. Alors, j'ai un pause recording, j'ai un stop recording. Oui, stop recording. Alors, j'y vais avec le stop recording. Merci, Charles-Alexandre Trudeau. Merci à tout le monde qui a été à l'écoute. Merci, Et Dan. si vous le pouvez, partagez ça et likez-moi ça en grand nombre. Alors, c'était Daniel Pilon avec Charles-Alexandre Trudeau. Au revoir.